Et maintenant, la notion de réussite. C'est pour ça que je parle de ça. C'est parce que tout le monde, et moi je ne parle pas du tout de réussite, mais on m'en parle tout le temps. Et donc il faut bien qu'à un moment, j'aille chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire dans la notion de « ouais, mais si tu n'as pas de diplôme dans la vie, tu n'auras pas de boulot et puis tu n'auras pas réussi ». Et puis, à quoi mesure-t-on la réussite? À l'argent. À quoi mesure-t-on la réussite? Au succès professionnel. On dit la réussite professionnelle, etc. Et donc, on est tous absolument bardés, pour ne pas dire balafrés, de plein d'idées fixes, telles que le fait que pour avoir la réussite dans la vie, il faut en passer par une carrière scolaire brillante. Et donc, qu'est-ce que cette société, et non pas moi, met sur un piédestal de manière continue? C'est la réussite. D'ailleurs, tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Et si eux-mêmes n'ont pas bien réussi, ils souhaitent que leurs enfants réussissent mieux. Et c'est ça le moteur. C'est toujours ça qui fait peur. La peur, c'est toujours la peur ou l'amour de toute manière. Mais ce n'est pas la peur qu'on a quand on traverse un bois la nuit. Non, c'est la peur qu'on nous fait. C'est la peur qu'on nous fait. On nous parle de toutes ces choses merveilleuses qui ont été atteintes sur Terre, en oubliant qu'elles ont été atteintes par des gens qui jouaient. Toutes les choses que nous admirons ont été atteintes par des gens qui n'ont pas perdu leur esprit d'enfant. On nous parle en permanence de la réussite. On nous parle toujours de sacrifier tous nos moyens, notre temps et nos enfants à leur éventuelle future réussite. Et chacun d'entre nous est toujours prêt, au nom de la réussite, à tout sacrifier, y compris l'enthousiasme. Et moi, je propose de faire exactement l'inverse. Et c'est ce que j'ai vécu. La réussite, au lieu d'être le but à atteindre, elle se trouve être la dernière roue du carrosse. Parce que si tu vis ton état d'enthousiasme natif, alors je reconnais que ce titre peut faire arriver cette discussion, je suis ravi qu'elle ait lieu. Mais j'y réfléchis à ce titre. Je sais, on en a parlé, et je t'avais dit que je voulais voir ce que ça peut... Encore une fois. Alors, quand tu vis ton enthousiasme natif jusqu'au bout, et vivre son enthousiasme natif jusqu'au bout, il faut que je l'illustre. Par exemple, ma passion pour les langues, ma passion pour l'allemand. Je suis devenu bilingue tardivement, à l'âge de 20 ans. Vous savez, on a dit qu'il n'y a pas d'âge. Non, parce que c'est pareil, la peur, la réussite, toujours la réussite, la peur de la lacune. Vous la connaissez, la peur de la lacune ? C'est ne jamais se trouver dans une situation dans laquelle on serait susceptible de laisser entreapercevoir qu'on a une petite lacune. Par rapport à quoi, on n'en sait rien en fait. Mais donc, tout l'art que l'on emploie à cacher ces lacunes, n'est-ce pas? Et c'est une question qu'on me pose souvent. Les journalistes adorent poser ce genre de questions. Écoutez, M. Stern, quand même, tout à fait entre nous, vous avez bien quelques lacunes. Alors oui, j'ai quelques lacunes. J'en ai carrément plein. J'ai des lacunes béantes, innombrables, au moins aussi nombreuses que chacun. Comme tout le monde, mais avec une petite différence. J'en ai pas honte. J'en ai pas honte parce que j'ai jamais appris à en avoir honte. J'ai toujours eu la possibilité de considérer la lacune comme de l'espace libre pour de nouvelles connaissances. Mais c'est parce que je cherche pas la lacune. Parce que je ne me mesure pas par rapport à un tableau où il y a des cases, donc des creux ou des bosses. Je ne cherche pas la lacune. Par exemple, allez, on va réfléchir. En quoi tu es mauvais? Tu es mauvais en maths? Ouais? Bah alors il faut que tu travailles vachement les maths pour réussir à avoir la moyenne. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu à faire ça. J'ai jamais eu à chercher où étaient mes faiblesses pour les travailler, mais toujours eu l'inverse. C'est-à-dire, où sont mes forces? Et mes forces ne sont que le fruit de mon enthousiasme. Qu'est-ce que je sais bien faire? C'est précisément, vous allez voir, c'est marrant, hein? Je suis bon en ceci, alors il faut que je fasse beaucoup de ceci pour être encore meilleur. C'est complètement différent, ça. C'est pas partir de ce que je ne sais pas, c'est pas partir de mes incapacités, c'est partir de mes capacités, lesquelles? C'est partir de mes compétences, lesquelles? Et c'est là que ça devient intéressant, les compétences. Lorsque tu vis ton enthousiasme pleinement, je sais que là je suis en train de partir dans tous les sens, vous allez voir, on va essayer de recoudre tout ça. Lorsque tu vis tes enthousiasmes, par exemple, mon enthousiasme pour la langue allemande, découverte à l'âge de 20 ans, c'était un enthousiasme total, c'était un coup de foudre. Je faisais 6 à 7 heures d'allemand par jour. Elle s'appelait comment? Et non, pas encore, elle est venue après. Non, alors là, ça a été un amour de cette langue. Mais la question est pertinente, mais non. Non,
pas cette fois-là et pas cette langue-là. L'espagnol, oui, ça s'appelait Anna. La princesa, c'était... Waouh. Mais ça, c'était espagnol, c'était après l'allemand. J'ai pu consacrer 6 heures par jour à l'allemand parce que personne n'est venu au bout de 45 minutes me dire « Bon, ben voilà, c'était bon pour l'allemand, maintenant on va faire des maths ou de la bio ou je ne sais pas quoi. » Donc cette notion de confiance dans la durée, aussi de confiance dans la durée dans le sens où je savais que si je m'arrêtais de jouer ce soir pour aller dormir, c'était pas tragique, c'était l'heure du rituel du soir, très important, à heure fixe, très important. Si je vais dormir ce soir, demain matin, j'ai nulle part à aller, je pourrais continuer le jeu là où je l'ai interrompu. La continuité, la constance dans l'enthousiasme. Et lorsque tu vis cet enthousiasme tout à fait pleinement, il s'avère que l'enthousiasme a un effet secondaire, tout à fait secondaire, comme son nom l'indique, qui est la compétence. Et oui, quand tu te passionnes pour quelque chose, quand tu t'enthousiasmes jusque dans les dernières de tes fibres, forcément, tu finis par être de plus en plus compétent dans le dit domaine. Et dans tous les domaines reliés. On a parlé tout à l'heure du fait que les domaines étaient reliés les uns avec les autres. Et du coup, ta compétence grandit parce que, autre mot que j'adore, tout l'univers conspire à partir du moment où tu t'intéresses à quelque chose pour te fournir en permanence du matériau nouveau pour ton enthousiasme. On le sait ça. Par exemple, les femmes enceintes voient des femmes enceintes tout d'un coup partout. Les hommes enceintes aussi d'ailleurs. Enceintes. On n'a jamais entendu un mot, il y a des mots, moi ça fait 43 ans que je ne les ai jamais entendus. Et tout d'un coup, tomber des nues, arrive ce mot dans ma vie, j'apprends qu'il existe, j'apprends son sens, et ben c'est pas incroyable, mais à partir de ce moment, tout le monde s'est donné le mot, et tout le monde 10 fois par jour l'utilise. C'est ça, la conspiration de l'univers. C'est le fait qu'à chaque coin de rue, sur chaque page, dans chaque livre, dans chaque film, partout, il y a du nouveau matériau pour ce qui te passionne ou qui, quelque part, est corrélé. Alors, il s'accumule en toi, en plus en plus des rencontres évoquées tout à l'heure, avec des gens avec lesquels tu établis des connexions sur la base de l'enrichissement mutuel autour d'un intérêt commun. Alors, tout cela s'accumule en toi et tu deviens de plus en plus compétent dans plein de choses, mais surtout dans la chose qui pour l'instant, te mobilise tellement. Et donc, tu deviens de plus en plus compétent. Et cette compétence croissante, car c'est un chantier pour toujours, cette compétence croissante n'est que l'effet secondaire de l'enthousiasme. Et c'est là que je vais boucler la boucle, parce que la compétence extrême et tentaculaire qui se développe dans le cadre de l'enthousiasme, et qui en est l'effet secondaire, la dite compétence a aussi un effet secondaire, qui est ce que l'on qualifie de réussite. C'est-à-dire qu'il y a un moment quelqu'un qui a besoin de toi et de ta compétence ici et maintenant, sans tenir le moindre compte de ta qualification. C'est ça qu'on oublie toujours de nous dire. On nous parle toujours des diplômes et des études, mais on oublie de nous dire que dans la vraie vie, on n'a absolument pas besoin de qualification, on a besoin de compétence. Et du coup, il n'y a pas besoin d'écrire des lettres de motivation, il n'y a pas besoin d'avoir un CV long comme ça, il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un qu'on est compétent et de dire « s'il vous plaît, donnez-moi du travail ». Il s'avère que quand on est tellement compétent et tellement enthousiaste qu'il y a des gens qui disent « ah, j'ai absolument besoin de toi maintenant ». Je sais que c'est dur à croire et pourtant c'est comme ça, je peux te raconter une histoire. Et du coup, j'inverse complètement la chose parce que la fameuse réussite, ben pour moi, elle est l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'enthousiasme. Et donc ce que je mets devant, ce que je vois devant, pas que je mets, ce qui est devant pour l'enfant, avec une majuscule, c'est l'enthousiasme. Et le fameux l'argent, tu sais l'argent, le moteur d'un monde entier, d'une société entière, tu sais ce qu'il est? Il est l'effet secondaire de la dite réussite. Ce qui fait que l'argent, au nom de quoi on est en train de tout sacrifier de nos jours, peut se retrouver n'être que l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'enthousiasme. Enthousiasmez-vous. Inversons tout ça. J'ai presque fini. Je vais raconter la petite... C'est juste corrélé aussi. Je suis avec moi et mes 2-3 élans d'enthousiasme par an. Comment j'arrive à mettre en route
Tellement de peur. Alors, j'ai pas de recette, sinon, tu sais, si j'avais une méthode à vendre, comment retrouver son enthousiasme, je serais très très riche, peut-être. Et puis là, je serais en train de faire de la pub pour ma méthode. Aucune idée. Ce que je peux te dire, c'est que tu ne peux pas quitter cette salle et faire comme si tu n'avais pas entendu ce qui a été dit aujourd'hui. Je crois que c'est le début de l'effet domino. Est-ce que par ailleurs, on est déjà un peu plus... on a trouvé un terrain d'entente? Je sais. Je vais te raconter une dernière histoire pour illustrer ça. Un jour, j'ai cherché des informations concernant mon blouson de cuir que je voulais à l'époque, un perfecto. Je savais qu'il avait toute une histoire. J'ai tapé ça dans Google et j'atterris dans un forum sur lequel on discutait de ce blouson de cuir et j'y ai glané les informations dont j'avais besoin. C'était dessiné par Monsieur Schott en 1928 et depuis le design n'a pas changé. Il a été rendu célèbre par La Fureur de Vivre, non, par L'équipé sauvage avec Marlon Brando, etc., etc. Et quand on s'intéresse à ce blouson de cuir, il se trouve qu'on est entre guitaristes de rock. Et moi, je suis guitariste, pas de rock, mais je suis guitariste. Et donc, ayant reçu mes réponses, j'ai un peu regardé autour de moi et constaté que j'étais dans un forum de guitaristes. Et puis j'ai vu qu'il y avait 3 catégories, rock, folk et guitare classique. Et moi, je suis guitariste classique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur guitare classique et je vais voir un peu ce qui se dit dans ce forum. Et je vois que dans ce forum, il y a plein de questions auxquelles n'ont pas été apportées de réponses. Et il se trouve que je suis très compétent dans le domaine, aussi bien en tant que luthier qu'en tant que guitariste. Et quand je dis ça, c'est absolument pas pour me vanter, parce que c'est pas un mérite personnel, ce n'est jamais que l'effet secondaire de mon enthousiasme de longue durée pour le dit domaine. Donc, j'ai répondu à ces questions parce que ça me semblait important et du coup on m'a posé d'autres questions, du coup je me suis donné beaucoup de mal, du coup on a remarqué que je répondais à ces questions donc on est venu m'en poser plein, il était clair que j'étais luthier, ça intéressait tout le monde, des trucs et astuces pour rendre une mauvaise guitare bonne, tout le monde les veut ça, et puis j'ai fait des dessins, mis des photos, etc. Je me suis dit, vraiment donné beaucoup de mal, beaucoup. Puis un jour j'ai reçu un email des modérateurs du forum, me disant oui voilà, on vous observe depuis un certain temps et on voulait vous dire que on trouve, c'était les termes, vachement chouettes ce que vous faites. Le forum fait partie est mis à disposition des internautes par un magazine sur la guitare qui s'appelle Guitar Live et on voulait vous demander si vous avez envie d'écrire un article de temps en temps pour le magazine, enfin déjà d'en écrire un premier. Et moi, je voulais devenir journaliste depuis toujours, j'avais juste jamais eu l'occasion. Alors, je me suis jeté sur cette occasion en disant oui, volontiers. J'ai écrit un article, je me suis donné beaucoup de mal, j'ai mis des photos, des dessins, etc. Il a été publié, il a été apprécié par les lecteurs, ce qui fait que pour le numéro suivant, on m'a demandé si je voulais encore écrire un article. Alors, je l'ai écrit. Et puis, du coup, au bout d'un certain temps, on m'a demandé si je voulais entrer au comité de rédaction du journal. Comme je voulais devenir journaliste, j'ai dit oui. Et me voilà entré au comité de rédaction du journal. Et puis, le journal a grandi, il a fallu créer 3 catégories qui se sont d'ailleurs basées sur le classement pour le forum, guitare classique, guitare folk, guitare électrique. Et on m'a demandé si j'accepterais de diriger la section classique. Alors j'ai accepté. J'ai travaillé comme ça un certain temps dans cette structure, jusqu'au jour où le rédacteur en chef du dit journal est devenu directeur de l'entreprise. Et là, quand tu es directeur, tu ne peux pas être rédacteur en chef. Vous savez pourquoi? C'est une question de déontologie, même si on n'en parle pas. Mais le directeur, c'est celui qui vend de l'espace publicitaire. Il ne peut pas écrire parce que sinon, il faudrait qu'il écrive au sujet des choses dont il fait la publicité. Ça, c'est éthiquement pas possible. Il faut que d'autres le fassent. Et donc, devenu directeur, il a cherché un remplaçant. Il avait besoin de quelqu'un présentant 3 compétences très concrètes. Il avait besoin de quelqu'un qui sait écrire, il avait besoin de quelqu'un qui connaît bien le domaine et quelqu'un qui fonctionne bien en équipe. Et il m'a donné ce poste parce que il m'avait, en travaillant avec moi, il m'avait vécu, j'aurais envie de dire. Il m'avait ressenti et pour lui, la question ne se posait pas. D'ailleurs, pour les autres membres de l'équipe non plus. Et à aucun moment, il m'a demandé quelle était ma qualification, quel était mon diplôme ou quoi que ce soit. Et tu verras que le monde fourmille. Regardons autour de nous, fourmille d'exemples comme ça. Mais qui on admire de nos jours?
De nos jours, on admire, je sais pas, Steve Jobs, les Beatles, Einstein. Intéressez-vous à leur carrière scolaire, vous allez voir. Hein? Comment? Oui, oui, mais regarde ce qu'il en dit, tu vas voir. Non, non. Mais c'est juste pour dire que... voilà, c'est pour moi très... Il n'a jamais arrêté de jouer. Il n'a jamais perdu son enthousiasme. Absolument aucune importance. Si on part justement de la joie, de l'enthousiasme, mais on est complètement d'accord. Mais c'est pour ça que je mets que, puisque on me brandit toujours la réussite comme l'argument ultime pour dire que ce que j'ai vécu n'est pas applicable, je suis obligé de dire oui. Oui, la fameuse réussite dont vous avez tous, à laquelle vous êtes tous tellement, qui est tellement addictive visiblement dans cette société, la fameuse réussite, il se trouve qu'elle est vraiment le dernier maillon de la chaîne qui commence par l'enthousiasme. L'heure tourne, j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Bonsoir. Une petite question, vous avez en partie répondu, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est effectivement qu'on n'a pas de travail sans diplôme. Ah mais non, justement. Hein. Et ce qu'on veut pour nos enfants, effectivement, c'est pas qu'ils se retrouvent à la rue. Donc, quelle solution trouver si on veut justement garder l'enthousiasme chez nos enfants, mais pas qu'ils se retrouvent à la rue. Donc vous avez parlé de compétences, mais finalement, quelles sont la crédibilité de ces compétences non diplômées face aux patrons et... Ben voilà, je crois que je voulais raconter. Oui, oui, vous avez parlé de compétences, mais est-ce que ça marche dans tous les domaines? Ça marche dans tous les domaines, et puis s'il y a des domaines dans lesquels ça ne marche pas, ou dans lesquels on n'a pas envie de réussir de cette manière-là, hein, pour employer ce vilain mot, ben, il y a tout instant, on peut décider de faire un cheminement classique. Je connais plein de gens qui ont fait ça, qui ont décidé de passer des diplômes, parce qu'ils en avaient envie. C'est absolument pas impossible, même à mon âge, si je veux devenir médecin diplômé, je le peux alors qu'il est. C'est pas un truc qui vient en moins, c'est un truc qui vient en plus. Mais la légende, hein, le fameux mème, selon lequel il faut des diplômes pour avoir un travail dans la vie, par chance, elle est en train de complètement dégringoler parce que les gens les plus diplômés ont le moins de travail. Et parce qu'il s'avère que ce dont on a besoin de nos jours, c'est-à-dire toutes ces métacompétences, comme les appellent les neurobiologistes, qui sont la vie, les facteurs sociaux, le fait que de nos jours, faire cavalier seul, c'est terminé, c'est impossible dans le monde du travail et de tous les domaines actuels. On ne peut plus, un chimiste ne peut plus rien inventer seul, c'est fini. Il lui faut toute une équipe de gens les plus divers, aux compétences les plus variées pour réussir encore à inventer quelque chose. Toutes ces notions-là sont des notions pour lesquelles il n'y a pas d'examen, pour lesquelles il n'y a pas de notes et pour lesquelles il n'y a pas de diplôme. Or, ce sont celles dont on a besoin. Regardez de quoi est fait le monde du travail d'aujourd'hui. Vous allez voir que de plus en plus, on ne tient compte ni des diplômes, ni des notes, ni de tout cela, parce que les fameuses métacompétences requises de nos jours ne sont sanctionnées par aucune qualification. Juste par rapport à ça, aujourd'hui j'ai vu un reportage à France 3 aux infos où ils commencent à tester dans les ANPE, enfin dans Pôle emploi, un système où on n'envoie plus de CV et plus de lettres de... Donc un système où on n'envoie plus son CV ni sa lettre de motivation, on envoie simplement ses centres d'intérêt et quelques qualifications selon nos critères en fait, et les employeurs choisissent les candidats par rapport à ça et non plus par rapport à des diplômes ou des qualifications. Voilà. Mais ça repose surtout... C'est en cours, bien sûr c'est en cours, mais ça repose sur une chose toute simple. Le patron n'a pas à demander que sais-tu faire, mais pourquoi t'enthousiasmes-tu? Imaginez le visage d'un entretien d'embauche qui commence comme ça. Tu t'enthousiasmes pour les patates? Et moi, c'est les fraises. Oui, en parlant de tes parents, tu disais qu'ils n'ont pas scolarisé leurs enfants, donc je suppose que tu as des frères et sœurs. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation? Est-ce qu'ils ont eu un peu le même cheminement ou pas? Alors, ma petite sœur, qui n'a que 5 ans de moins que moi et qui n'aime pas que je l'appelle ma petite sœur, qui n'aimait pas, mais non, au contraire, n'a pas non plus, pas plus que mes cousines étaient à l'école.
Elle est un enfant tout aussi enthousiaste, tout aussi épanoui que je le suis, avec un parcours professionnel à la fois similaire et totalement différent. Et elle est, en revanche, il y a une grande différence entre elle et moi, c'est qu'elle estime avoir vécu une enfance des plus banales et n'avoir absolument pas besoin d'en parler en public. Donc ce que moi je cherche à faire, elle l'évite. Est-ce que ça répond à peu près à ta question? Je voulais vous parler d'une... Oui. Plusieurs fois, tu as évoqué les rituels. Les rituels. L'importance du rituel. Et je voulais en savoir plus. Alors, je vais pouvoir parler de... Merci. Je sais, l'heure tourne. On a jusqu'à quelle heure à peu près par rapport aux organisateurs? Tant que vous tenez, de toute manière, il n'y a pas d'obligation. Hein. Il est tard. Hein? Tant que les gens ne commencent pas à chuchoter, je pense que ça va. Non, et puis si vous êtes fatigué, moi je suis infatigable, hein, même si là les journées sont longues, donc ne comptez pas sur moi pour m'arrêter. Mais donc arrêtez-moi le moment venu. Alors, oui, les enfants aiment les rituels. D'ailleurs, c'est ce qui crée cette incroyable structure. Et ça m'amuse toujours parce qu'on me dit souvent, mais alors toi, comment tu fais par rapport aux structures, par rapport à la discipline, etc. Toi qui as vécu une telle liberté, dans une telle liberté, tu connais rien de tout ça, comment tu fais dans la société pour trouver ta place par rapport aux règles, à la discipline, aux structures? C'est marrant, ça aussi, c'est une de ces idées fixes qu'on a, un de ces mêmes, qui repose sur rien, parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est justement la structure qui est facteur de liberté, que cette grande liberté que je vis n'est possible que par rapport à un enracinement dans une structure qui est faite de toutes sortes de choses, de la confiance, ça, on est d'accord, c'est le mot, et puis elle est faite aussi de ce filet permanent dans lequel on peut se laisser tomber à chaque instant en toute confiance. Le filet, l'attachement, c'est pas mal ça. Il faut, je pense, ça creuser ça. Mais en même temps, filet, on peut aussi, ça sert à la pêche. Mais bref, c'est dans lequel on peut se laisser tomber là, qui est composé d'abord de toutes les habitudes personnelles. Moi, je me lève à 6h du matin tous les jours pour faire de la guitare. C'est mon truc à moi. J'ai introduit ça dans ma vie très jeune et je m'y tiens depuis. C'est une règle personnelle. Il y a les règles familiales, le fait qu'on mange tous les jours à la même heure, tout le monde ensemble. Ça rassure beaucoup. Et si tu n'avais pas envie de manger? Mais j'avais envie de manger. Mais oui, mais c'est ça qu'on n'imagine pas. Cet état justement de ne pas avoir envie d'eux, il est complètement artificiel. Il repose sur effectivement une opposition, alors que tu peux emmener un enfant de 2 ans au théâtre. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il reste... Je vais descendre de la scène. L'enfant, quand il... pour que tu puisses déverrouiller avant que je saute. L'enfant cherche toujours à être avec les personnes avec lesquelles il a établi un lien. Donc, tu l'emmènes au théâtre. Et il cherche à faire quoi? Comme toi. Et comme toi. Et si tu grimpes pas au siège en poussant des cris, il va pas le faire. Donc, à l'heure de manger, avec tout le monde, en plus c'est vachement excitant, tout le monde va à table, c'est l'heure de manger, c'est un moment social, et puis surtout c'est l'heure habituelle à laquelle on va manger, c'est ça le plus important maintenant. Mais c'est aussi parce que tu sais que ça n'interrompt pas ton jeu, et que dès que tu auras fini de manger, tu vas pouvoir continuer à jouer là où tu as arrêté. D'avoir cette confiance, ça rend l'interruption absolument non problématique. C'est le fait d'avoir peur de devoir... et le fait de se dire que si je repousse pas le moment d'interrompre mon jeu encore un peu, après je pourrais pas le continuer. C'est ça qui fait que le moment qu'il peut y avoir discrépance entre le rituel et le désir de l'enfant de jouer, par exemple. Et puis il y a aussi toutes les règles de la société. Par exemple, si le cours d'algèbre a lieu le mercredi à 14h, c'est pas la peine d'y aller le dimanche à 10h. Ou tout le monde roule à droite. Sinon, personne ne roule. Ça, c'est des choses que les enfants... Mais vous auriez dû voir la tête d'Antonin le jour où il a vu la première fois, après l'avoir compris, il a vu la première fois une auto passer à un feu rouge. Oh, c'est un peu comme si elle avait traversé un mur pour nous. Et donc ça c'est le... Et pour encore une fois expliquer, donc le rituel du dodo, pour moi, c'était pas un problème, parce que je savais que demain matin, je pourrais continuer à jouer. Je n'allais nulle part demain matin.
Et le rituel du dodo, il était composé de divers éléments. Papa, maman, bisous, couverture en mohair, petite peluche, et 8h30. Et toujours la même histoire. Alors 8h30, c'était pas une décision des parents, c'était pas l'heure à laquelle ils voulaient avoir la paix, pas plus que 9h30 pour Antonin, c'est l'heure à laquelle nous voulons avoir la paix. C'est pas non plus l'heure qu'il a décidé, laisser faire, etc. C'est une heure qui, dans notre lien et notre communauté organique de vie, s'est cristallisée comme étant l'heure à laquelle Antonin commence le rituel du dodo. Ça vient ni de lui ni de moi, ça vient de nous. Et donc, il n'y avait rien de pire que les jours où il manquait un des éléments de ce rituel. Papa pas là, ou maman pas là, ou la couverture en mohair dans la machine à laver, ou la peluche dans la machine à laver, ou chez des amis, donc pas le livre, donc pas la même histoire, ou pour une raison ou pour une autre, pas 8h30. C'était la complétude qui faisait la qualité du rituel. Ça répond à ta question ? Et maintenant, je voudrais vous parler, puisqu'on me dit toujours, toi qui vis dans une telle liberté, comment fais-tu pour la discipline ? Et puis dans la vie, il n'y a pas que des choses agréables. C'est bien beau l'enthousiasme, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas chouettes. Et puis comment on fait quand toute sa vie, on n'a fait que suivre ses enthousiasmes, quand on est confronté à des choses pas agréables. Et puis parfois, il faut apprendre aussi à faire un effort. Si on ne te pousse pas à faire un effort, si on ne te pousse pas à dépasser tes limites, quand est-ce que tu vas dépasser tes limites ? Alors, tout ça, je le vois exactement à l'envers. Je vais vous l'illustrer. Dépasser ses limites, faire un effort. Tout ça, on le fait de la manière la plus naturelle qui soit quand on suit son enthousiasme. Illustration, Antonin, un beau matin, qui me dit qu'il veut passer la tondeuse à gazon. Alors, je sors la tondeuse à gazon du garage. On en a une très grosse, très bruyante, très puante. Mais de manière, plus c'est puant, plus ça fait de bruit, plus ça a l'air d'un moteur, plus ça plaît à Antonin. Je ne sais pas d'où il vient ce gosse. Donc je sors la tondeuse, et bien sûr, ça ne lui convient pas. Il faut que le moteur démarre. Et là, il est content, mais il veut aussi que le couteau tourne, parce qu'on ne peut pas vraiment tondre le gazon si la lame ne tourne pas. Et là, il l'a fait rouler. Et là, il faut que je pose le micro pour vous illustrer les proportions. Antonin, 3 ans. Et une tondeuse à gazon. Et en plus, il y a ce fameux moteur-là. Mais qui vous secoue du haut en bas. Et même dans la vitesse la plus lente, au moment où tu lâches l'embrayage, il n'y a pas un de nous. Il n'y a pas un de nous dans cette salle qui montrerait une constance pareille que de courir une demi-heure durant derrière une machine aussi grande. Elle est trop grande, trop haute, trop puissante, trop bruyante, trop violente pour lui. Elle dépasse totalement ses forces. Mais il serait absolument impossible de l'empêcher de s'en servir. Parce qu'il le veut de tout son être, de toutes ses fibres. Il est tondeuse à gazon. Il est en train de dépasser toutes ses limites. Il est en train de passer par-dessus toutes ses limites. Trop vite, trop fort, trop puissant, juste parce qu'il ne peut pas faire autrement, tellement il est dans l'enthousiasme. C'est ça la discipline, c'est ça de dépasser ses limites. C'est parce que ça vient de quelque chose que l'on a décidé de dépasser, que l'on dépasse par l'enthousiasme qui vient de l'intérieur. C'est ça, passer par-dessus ses limites. C'est ça, faire un effort démesuré qu'aucun d'entre nous, mais imaginez-vous les proportions, ne serait capable, avec une telle constance, une demi-heure, de présenter. Et pour bien illustrer la différence entre cette discipline de faire, qui vient de l'intérieur et de l'enthousiasme, et une autre forme
de la même demande. Je vous laisse juste imaginer que le même matin, Antonin occupé à quelque chose de complètement différent, et moi qui débarque, et qui lui dit « Écoute mon garçon, aujourd'hui il va falloir que tu dépasses tes limites, et le devoir du jour pour dépasser tes limites, ça va être de conduire cette tondeuse à gazon, qui est trop grande, trop rapide, trop bruyante. » Et qu'est-ce qui serait resté, en l'absence d'enthousiasme? La douleur. Trop vite, trop grand, trop haut, trop puissant. Ça la différence entre une limite qu'on dépasse dans un élan qui vient de l'intérieur et une limite qu'on nous demande de dépasser parce qu'on nous la propose de l'extérieur. Hein? Il a assez bien tondu. Il a réussi, oui.